L'histoire d'amour entre Lionel Casse et Air France démarre en 1938. Premier vol et premier coup de foudre au sens propre. Nous avons pris la grêle, la foudre, etc. J'avais été voir le chef pilote et il m'a dit, vous voyez mon petit, ça va très bien, et bien continuez comme ça. Je voulais être médecin et j'avais été inscrit au PCB parce que ça s'appelait le PCB, c'était la première année. Alors j'étais donc inscrit et puis ma mère n'avait plus d'argent, je n'ai pas voulu rester à sa charge, contrairement à ce que font certains enfants, virgule. Et j'ai abandonné la médecine, je me suis engagé dans l'armée et je suis rentré à Air France en 1938. Sur l'aérodrome d'Orly, l'avion français à réaction Caravelle est officiellement entré dans la famille des avions commerciaux. La première dame de France, Madame Charles de Gaulle, a, en présence de M. Buron, ministre des Travaux publics, baptisé la première des 24 Caravelles qu'Air France doit mettre en service prochainement sur ses lignes. Lorraine est le nom de ce premier appareil dont les successeurs porteront les noms des provinces de France. Les techniciens des ateliers de Sud Aviation de Toulouse, devenu Aérospatiale France, allaient construire des appareils qui seraient utilisés par 36 compagnies de 28 nationalités différentes et qui sillonneraient le ciel du monde entier. Dans les années 60, pour vendre Caravelle à l'étranger, des voyages de démonstration avaient été organisés sur tous les continents. Europe, Afrique, Amérique du Sud, Amérique du Nord. J'ai été l'un des premiers, si vous voulez, à la présenter dans toutes les villes d'Europe alors qu'elle n'était pas en service. Et je l'ai présentée dans l'Amérique du Sud et dans 25 villes d'Amérique du Nord. Et on a traversé les deux Atlantiques. C'était la première fois qu'un bimoteur civil à réaction traversait les deux Atlantiques. Je suis arrivé à New York en 1957 et évidemment on parlait beaucoup des problèmes de bruit, déjà. Lors du Mont Averti, nous étions arrivés, il faisait très beau temps d'ailleurs, et les autorités américaines nous avaient facilité les choses. Nous sommes arrivés tout réacteur réduit et personne ne nous a entendus. On s'est aperçu de notre atterrissage quand nous étions déjà à l'aérogare où une brillante réception était organisée pour nous. Avec Caravelle, vous avez vécu des moments historiques. Oui, et notamment ce fameux voyage, le 3 juin 1958, où j'ai eu l'honneur de piloter le général de Gaulle jusqu'en Algérie. Sa première réflexion d'ailleurs en arrivant à bord avait été de dire « Tiens, je peux me tenir debout ». J'en garde un souvenir, je dirais, éblouissant. Il venait dans le poste de pilotage, on bavardait 15 ou 20 minutes. Il vous appelait Lionel, vous l'appeliez Charles, comment ça se passait? Ah, sûrement pas, je l'appelais mon général et il m'appelait commandant. Eh bien ça, c'est quand il était président de la République, c'est-à-dire entre 58 et 69. Dire qu'il était avec nous d'une simplicité et d'une courtoisie extraordinaire. De Gaulle a dit que tout le monde a été, est ou sera gaulliste. Je n'ai pas été, mais je suis et serai, depuis que je l'ai connu. Très souvent au poste de pilotage, après avoir demandé l'autorisation. Il n'est jamais venu de lui-même. Il me faisait demander l'autorisation par un des officiers, soit d'ordonnance, soit de l'état-major, si ça ne me dérangerait pas, qu'il vienne au cockpit. Alors il est venu au cockpit et il venait au cockpit, on bavardait 20-25 minutes, ça dépendait, puis il retournait. Et en partant, il n'a jamais oublié de me dire « Je vous prie de bien vouloir présenter mes respectueux hommages à votre belle-mère ». Pour vous dire, une fois, il m'avait invité à déjeuner à Washington, à l'ambassade, au sujet d'un vol quand on était allé pour l'enterrement de Kennedy. Et il m'a dit, voilà, commandant, il m'appelle toujours commandant, je suis ennuyé parce que j'aurais voulu partir 2 heures après ce qui était prévu. Est-ce que ça ne vous dérange pas? Alors, je lui dis, mon général, pas du tout. Et alors, il était au courant de beaucoup de choses. Il me dit, mais enfin, il y a un temps qui s'appelle l'amplitude, je crois, je sais pas, entre l'heure d'arrivée et l'heure d'arrivée à Paris, vous la dépassez. Ah, je lui dis, moi, j'ai répondu, mon général, moi je ne suis pas syndiqué, mon copilote non plus, le mécanicien non plus. Alors nous, vous savez, nous sommes à votre disposition 24 heures sur 24. Je lui dis, nous ne sommes pas fatigués. Alors il a rigolé. Alors c'est en venant de Rio. Il était allé faire le tour de l'Amérique du Sud
Et nous l'attendions, nous, il avait fait ça avec une caravelle, la descente sur la côte ouest, il l'avait faite à bord du Colbert, et nous étions nous à Rio, nous l'attendions, nous allions chercher, nous aurons décollé, normalement, tout s'est bien passé, on a fait le Rio-Paris, c'était la première fois qu'on le faisait d'ailleurs, direct, et il n'y avait jamais de visiteurs ou d'amis à bord. Le général avait un avion d'Air France qui était aménagé, il y avait un bureau, la salle à manger, la chambre à coucher, et ensuite tout le reste c'était les fauteuils normaux de la classe économique, si vous voulez. Alors il y avait là les trois protecteurs, là les trois comment ça s'appelait, les trois gorilles, garde du corps, enfin, les trois gardes du corps, et c'était Jouder, Comiti et Tessier. Il y avait eux, ensuite il y avait un valet de chambre, une femme de chambre, je ne sais pas qui, de service de l'Élysée, il y avait un médecin militaire, et puis il y avait différemment soit un officier d'ordonnance, soit un officier d'état-major. Et c'est tout ce qu'il y avait. Les amis, l'avion qui suivait avec 200 invités, les journalistes, tout ça, ça n'existait pas du temps de De Gaulle. Il y avait quelquefois des personnalités, quelquefois il y a eu Focard qui est venu, puis il y avait le ministre des Affaires étrangères, Couve de Murville et son épouse, mais il n'y avait jamais d'invités, d'amis, de sportifs, ça n'existait pas. Il y a eu un moment d'effroi, c'est qu'au moment d'arriver au Pérou, personne ne se souvenait du nom du président du Pérou. Alors, l'officier chargé du chiffre a fait télégrapher, immédiatement chiffré, à Paris, connaissez-vous le nom du président du Pérou? Bon. Puis on a attendu, il a déchiffré, et il y avait écrit oui. Quelle bande de cons, etc. Bon, alors, il reprend un télégramme, oui, mais qui? Oui, qui? Et le télégramme est revenu, oui, mon général. Et alors, dans ce voyage, il y a eu une deuxième affaire amusante, c'est que le chef de cabine est venu me trouver, me dire, voilà, Madame de Gaulle voudrait vous voir. Alors bon, je suis sorti de ma veste et tout, je suis sorti, j'ai dit, Madame, qu'est-ce que puis-je faire pour vous? Elle me dit, voilà, pendant je voudrais vous demander, si ça ne vous dérange pas, j'aurais voulu voir le poste de pilotage. Je lui ai dit, Madame, aucun problème, c'est l'avion présidentiel, vous êtes chez vous. Hein. Alors elle est rentrée avec nous, elle est restée un petit quart d'heure, on a bavardé de choses et d'autres, elle posait des questions d'ailleurs pertinentes. Et puis, quand ça a été fini, elle m'a beaucoup remercié, alors je me suis levé pour la raccompagner à ses appartements, comme il se doit. Elle s'est retournée vers moi, elle m'a beaucoup remercié encore, et elle m'a dit, surtout, ne dites pas à mon mari. À Constantine, après l'arrivée, nous ne descendions jamais. Parce qu'il y avait les officiels, c'est-à-dire nous saluions le général avant le départ, mais à l'arrivée, nous ne descendions jamais. Parce qu'il y avait les officiels, il y avait tout le monde. Et là, il m'a fait appeler, alors je suis descendu, il m'a appelé, bon, il m'a pris par l'épaule, ça, les troupes étaient au présenté armes, la musique prête à jouer, et il m'a parlé pendant près de 10 minutes de mon beau-père, me faisant un grand éloge de lui, me disant que c'était un Français de très haute qualité et un grand homme d'État. Rapidement nommé instructeur, puis je suis en fuite, ça s'appelait comme ça, chef du personnel navigant, puis je fus inspecteur en chef, inspecteur général et enfin directeur général adjoint. Si vous voulez, les choses qui comptent dans ma vie, c'est que j'ai fait tout à fait inférieur aux grandes réformes d'aujourd'hui, mais enfin, et en France, j'ai quand même réformé les équipages. Et j'ai eu le malheur en 1950 de dire que les équipages futurs, la base serait composée de 2 pilotes. Qu'est-ce que je n'avais pas dit? Alors ça, on a failli me brûler vif, mais enfin, c'est moi qui avais raison. Alors ensuite, en 1966, c'est moi qui ai autorisé pour la première fois les femmes à piloter. C'était une demoiselle qui s'appelait, une jeune fille qui s'appelait mademoiselle Décuré. Et puis après, il y a eu donc
ces nouveaux équipages, et puis j'ai institué un contrôle permanent de tous les vols, quels qu'ils soient, ce qui n'était pas le cas avant. Et puis je fus mon dernier vol à 60 ans, puisque dans ce pays on n'a pas le droit de travailler autant qu'on veut. Après cela, j'ai été nommé l'année suivante un administrateur en Conseil des ministres qui était présidé par Giscard d'Estaing. Aujourd'hui, il en reste tout d'abord un sentiment de légitime fierté devant la mission accomplie et aussi un sentiment de très profonde gratitude envers tous les gouvernements et toutes les populations que nous avons survolées, les pays d'Europe, d'Afrique et d'Amérique du Sud. Je suis resté administrateur assez longtemps, et puis ensuite je fus retraité, ce que je suis aujourd'hui. Cela fait 33 ans maintenant que l'ancien pilote est à la retraite, pas pressé pour autant de remonter dans un avion. Étant donné toutes les formalités qu'il y a pour prendre l'avion, on est plus tranquille de prendre le train. C'est un ancien pilote qui vous le dit.